Très bien, eh ben, bienvenue à tous pour cette présentation. Donc, tout est dans le titre, hein. On va parler un peu design pattern, on va parler un peu Rust. Ça devrait faire à peu près 50-50 au niveau du temps. J'ai prévu 3 fois trop de contenu, donc soyez pas étonnés si j'en abandonne en race campagne. Il faudra faire des choix. Et donc je les ferai dynamiquement. Tout d'abord, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce qui doit être la plupart d'entre vous. J'utilise KDE depuis très très longtemps, enfin en tout cas les produits qui sont faits par KDE depuis très longtemps. Ça fait un peu plus de 20 ans que j'y contribue de manière plus ou moins active. Mais donc j'ai démarré en 2003, je suis très vite tombé amoureux de la communauté et je continue à faire des choses voilà, par-ci par-là. En fonction de ma disponibilité, de mon énergie. Professionnellement, je travaille, donc, comme vous avez pu le voir sur les slides, pour une entreprise qui s'appelle Enyoka Haute Couture. On fait du service, donc on fait du développement logiciel, on fait du coaching, on fait de la formation. Le terme à la mode, c'est de dire qu'on est développeur polyglotte parce qu'on n'est pas forcément centré sur un langage ou une stack en particulier, donc ça dépend des besoins des clients. Mais d'avoir cette vision en fait, de stacks divers, ça nous oblige à avoir toujours un peu un œil sur la conception et l'architecture, ce qui est une des justifications pour ça. Et donc je vis à Toulouse, donc c'était très pratique pour moi de venir ici, c'était pas trop compliqué. Sauf quand je suis en déplacement, ce qui était le cas cette semaine, donc je suis rentré vite fait exprès. Alors pourquoi cette présentation ? Il y a deux raisons principalement. Donc une raison qui est liée à KDE, une raison qui est liée à mon travail. C'est que dans la communauté KDE, il y a un intérêt croissant pour Rust. Donc pour ceux qui aiment beaucoup le Rust, qui font l'évangélisation, on va dire que c'est pour des raisons évidentes. Et la deuxième raison, c'est que professionnellement aussi, on voit... alors on ne croule pas sous les projets en Rust, je vous rassure, de là où on se situe. Mais dans les 2 dernières années, on commence à avoir des petites choses arriver. Donc on a pu accompagner un peu des clients sur ces sujets-là. Et quand j'accompagne les clients, donc des fois, je fais aussi des entretiens techniques. Donc, par exemple, j'ai notamment eu une mission où ils cherchaient à recruter quelqu'un pour faire le lead dev en Rust pour une équipe. Et donc, je fais passer des entretiens techniques, que ce soit en Rust ou en autre chose. Et parfois aussi pour des entretiens techniques chez nous. Et donc là, pas forcément qu'en Rust. Et je vois les candidats qui ont de plus en plus de mal en fait, à discuter design pattern ou d'être capable vraiment de discuter conception, en tout cas en manipulant ce genre de notions-là, ce qui m'a un peu interrogé. Et donc récemment sur la mission que je mentionnais, où là j'ai fait du recrutement, spécifiquement en Rust pour une équipe. L'idée c'est qu'à terme ils veulent pouvoir faire les recrutements eux-mêmes, donc ils ont shadow mes entretiens. Et j'ai eu le droit à cette phrase ah bon, nous on raisonne pas trop en termes de pattern, donc en gros mais pourquoi tu leur poses des questions sur les patterns? Donc ma réaction ça a été un peu celle-ci, c'était mais quelle déception. Alors je vais essayer de pas être ce modèle-ci bien évidemment, même si bon ça démarre un petit peu d'une râlerie. Quelle déception parce que donc ça a commencé à être une notion un peu ancienne maintenant, mais quand c'est apparu dans le domaine du logiciel, les design patterns, ça a été quand même un concept qui a beaucoup aidé, sur lequel on s'est beaucoup reposé. Donc comment on en arrive des années plus tard à ça? Donc je me dis que voilà, je vais essayer d'être plutôt ce modèle-là, et que c'est peut-être maintenant en fait le bon moment pour se dire il est temps d'en reparler un peu. Donc on va revenir un petit peu sur l'histoire des design patterns. Pourquoi c'est à mon sens un concept important, hein. Bien évidemment je suis extrêmement biaisé dans tout ça, et donc on verra quelques patterns, j'ai que 50 minutes en tout, donc quelques patterns, d'accord, on ne va pas en voir 50 000, quelques patterns qui sont importants, qui sont toujours valides aujourd'hui, même si on travaille en Rust, et dans le lot, donc là je vais tous les illustrer en Rust bien évidemment, ce qu'on verra, et dans le lot on en verra quelques-uns qui sont plus spécifiques, on va dire, en Rust, c'est-à-dire qu'on les trouve assez souvent dans les bases de code Rust, même si ce n'est pas dans le fameux bouquin sur lequel je vais revenir. Et en fait, en réalité, quand on creuse, ils ont tendance à venir d'autres langages. Donc, il est temps de revisiter les design patterns. Donc, c'est un concept ancien. On retrace ça à avant 80, donc dans l'architecture, mais l'architecture sérieuse, c'est-à-dire ceux qui font des vrais bâtiments qui tiennent, d'accord. Donc, dans un bouquin de Christopher Alexander, qui a été le premier à introduire cette notion de pattern language, vraiment pour l'architecture.
cela étant dit, ça a pris un peu de temps, mais moins que ce qu'on pense, à être repéré côté logiciel. Et donc c'est Ken Beck et Ward Cunningham qui ont un peu lancé la charge de tout ça. Notamment, ils avaient fait un article, donc ils appelaient Using Pattern Languages for Object-Oriented Programs. Et généralement, ce que les gens ont en tête, c'est cet événement-là, donc en 1994, donc c'est encore 7 ans après, avec le fameux livre Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, donc qui a été écrit par le Gang of Four. Et ensuite, ça a en fait continué. C'est pas juste, ils ont fait un bouquin et on a arrêté la réflexion là. Et donc notamment, l'année d'après, il y a eu la création du Portland Pattern Repository avec d'autres patterns qui sont listés, donc des choses qui sont dans le Gang of Four, d'autres qui n'y sont pas. Et donc ça ne se limite pas à ce qu'on trouve dans le bouquin du Gang of Four, qui est généralement la raison pour laquelle on ne raisonne pas trop en termes de design pattern. Oui, on n'utilise peut-être pas trop ceux qui sont dans ce bouquin-là, mais il y en a plein d'autres, quoi. Donc d'autres publications et livres qui ont été faites. Tout ça, forcément, il y a une histoire qui est parallèle à celle de la montée des langages orientés objets. C'est à peu près la même période historique, et du ML. Et donc, bien évidemment, tout ce qui est documenté dans cette période-là est très orienté pour les langages de cette période-là. On peut faire un essai de définition de ce que c'est qu'un design pattern, d'accord ? Alors, vous avez la version Wikipédia qui a ceci de sympa qu'on prend juste la première ligne et on a quelque chose d'assez compact. Et il y a celle-là que je préfère, qui est justement écrite par le Portland Pattern Repository. Donc, c'est pour dire que ce sont des solutions récurrentes à des problèmes de conception. D'accord ? Ce sont des patrons. Les patrons, donc c'est des solutions récurrentes à des problèmes de conception. Là où je l'aime bien, c'est parce qu'après, blablabla, d'accord, très verbeux, etc., mais intéressez-vous à la partie que j'ai mis en gras, c'est que l'ensemble des patterns, en fait, ça forme un langage en soi. Okay, et souvent, on perd un peu cette notion-là, alors que si on reprend le slide d'avant, quand je parle de Christopher Alexander, son bouquin, c'est A Pattern Language. Okay, donc il y a un côté linguistique un peu dans tout ça. On peut y faire des critiques à notre usage des design patterns dans le logiciel. En effet, c'est un concept qui est un peu flou quelque part, parce que quand on dit design, conception, en gros, on voit ce que c'est, mais à quel niveau d'abstraction on se situe réellement, c'est pas forcément clair. Personnellement, j'ai tendance à distinguer entre les design patterns et les software architecture patterns, où là, on n'est pas sur le même niveau d'échelle, ça aide à fixer un peu les idées, mais effectivement, la frontière peut être parfois ténue. On a aussi ce genre de critique qui est tel pattern, en fait, pour moi, dans mon langage, ça ne s'applique pas. C'est vrai, quelque part, parce qu'il y a une porosité, en fait, entre la conception qu'on peut mettre en place et l'expressivité du langage qu'on utilise. Donc, si on se limite au livre du Gang of Four, d'accord, ça a été écrit avant que le premier standard C++, tous les exemples ils sont en C++, forcément c'est orienté, quoi. C'est orienté C++ et c'est pour répondre à des problèmes pour des gens qui faisaient du C++, l'ensemble des patterns qui sont dedans. Et donc assez vite, il y a des gens qui ont pointé, bah oui, mais gentil votre bouquin, mais la grande majorité des patterns que vous y listez, si moi je fais du Lisp, ça ne s'applique pas. Il y avait AspectJ qui était très à la mode à l'époque, ça ne s'applique pas non plus. Oui, mais c'est normal, je ne suis pas dans le même langage. Donc je n'ai pas les mêmes limitations, d'accord, en termes d'expressivité, je n'ai pas les mêmes capacités en termes de ce que je vais pouvoir faire comme conception. Pour moi, ce n'est pas réellement un problème. La conception est influencée par le langage utilisé, cible, et c'est normal. Et donc le dernier, donc celui qui m'a motivé à écrire, proposer cette présentation, je ne raisonne pas en termes de pattern. Celui-là, pour moi, c'est très probablement faux en réalité. Parce que même dans les équipes qui étaient concernées, bien évidemment qu'ils se filent des astuces de développeurs en disant « Ah oui, mais tel truc, tu devrais le faire plutôt en écrivant ceci ou en écrivant cela. » Si ça, ce n'est pas des patterns, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc en fait, ils en font, mais sauf qu'ils ne les ont pas nommés, ils font ça sans s'en rendre compte, sans donner de nom. Donc c'est un peu un monsieur Jourdain du design pattern, quoi. On ne s'en rend pas compte, mais on en fait. Ou alors plus grave, parce que j'imagine que ça existe aussi, c'est qu'effectivement, ils redécouvrent les solutions encore et encore, à chaque fois qu'ils rencontrent les mêmes problèmes. Okay, donc ça me gêne un peu plus, j'ai envie de dire.
est réellement important, en fait, si on reprend, si on se concentre à nouveau sur le bouquin, c'est l'effort de documentation, en fait, quel que soit l'écosystème, eux, ils l'ont écrit pour ce bouquin-là, pour du C++, presque C++ 98, et la grosse valeur ajoutée, c'est ça, ils l'ont fait pour cet écosystème-là. Ce qui est intéressant, c'est la conclusion du livre, donc il faut l'avoir lu jusqu'au bout. C'est qu'ils disent bien, ce livre, c'est qu'un début, en fait. En gros, maintenant que nous, c'est ce qu'on a vu, maintenant, allez-y et trouvez-en d'autres. Okay, et ça, c'est un peu notre responsabilité dans notre métier, en fait, de continuer à faire ce travail-là. Ce qui est important aussi dans le livre, c'est qu'il y a une façon homogène de présenter les différents design patterns. Donc, ils ont N sections pour chacun, d'accord? Donc pour chaque pattern dans le bouquin, on retrouve les intentions, motivations derrière le pattern, les constituants, des exemples de code dans le langage où ils ont rencontré, des références à des usages particuliers qu'ils ont pu voir, etc. etc. D'accord? Donc c'est extrêmement riche. Dans le bouquin, c'est un chapitre par pattern, quoi. Donc c'est chaque pattern, c'est un article de 10 pages. Okay? Donc c'est quand même hyper riche comme information, ce qu'on a dedans. Si on essaye de restreindre un peu, c'est quelles sont les motivations derrière cette structure hyper riche. En gros, on veut savoir à quoi ça sert, quand ça vaut le coup de s'en servir, quels inconvénients il peut apporter. Ça, si j'avais une critique à faire sur le bouquin, c'est que c'est toujours un peu en filigrane, mais jamais mis clairement. Et comment on fait pour le mettre en place. Ça, en général, il faisait bien le boulot par rapport à ça. Quelque part, on peut se dire aussi que finalement, c'est un concept plus ancien encore si on remonte. Parce que donc il y a cette fameuse citation de Camus que tout le monde aime citer de travers, qui est donc mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. C'est vraiment ça qu'on cherche à éviter en fait. En ayant une idée de quelle structure ça doit avoir et en lui donnant un nom qui est ce qu'il est, si tout le monde utilise le même nom, on sait à quoi on se réfère. On a une catégorie à laquelle on se réfère. Okay. On peut même aller encore plus loin derrière, remonter au XVIIe siècle, d'accord? Et après, je ne vous embête plus avec les références pédantes. Mais ça, pour moi, ça fait le lien avec la définition du Portland Repository que je faisais tout à l'heure, parce que là, on s'intéresse vraiment à la langue. Okay? Donc, il y a vraiment cette notion de si j'ai du mal à exprimer ma conception, bon là, c'est pour de la poésie, mais si j'ai du mal à exprimer ma conception, c'est soit que ce n'est pas clair, pour moi, à ce moment-là, il faut continuer à travailler, soit que je n'ai pas le vocabulaire ou les catégories qui me permettent de l'exprimer clairement. Okay? Donc tout l'intérêt d'enrichir tout ça. Ce qui nous ramène plus près de chez nous, hein, à cette citation-ci, de dire qu'il y a deux problèmes difficiles vraiment dans notre métier, d'accord? C'est tout ce qui est invalidation de cache et nommer les choses. Okay? C'est à peu près ça. Donc l'objectif de tout ça, hein, c'est vraiment développer un vocabulaire enrichi, mieux penser, mieux exprimer une conception, d'accord? Et c'est un peu le sujet central de certaines pratiques qu'on retrouve en extreme programming. Dans les premières itérations sur extreme programming, on parlait de la pratique des métaphores, c'est exactement aligné avec ça. Dans le domaine driven design, ce n'est pas au même niveau d'abstraction, mais c'est exactement ça aussi, c'est avoir le langage qui va bien pour le projet et les bonnes métaphores. Tous les bénéfices attendus pour tout ça, c'est on réduit, voire on évite les incompréhensions, parce qu'on a des catégories avec lesquelles on peut parler. Ça facilite tout ce qui est relecture de code et pair programming. Le cas évident, c'est par exemple relecture de code. Je vois un problème, je suis en train de relire le patch de quelqu'un. C'est quand même vachement plus rapide et efficace de mettre un commentaire en disant ici, je pense que tu devrais mettre en place une approche suivant le pattern visiteur pour résoudre tel problème. C'est vachement plus facile ça que de dire alors, pour ce truc-là, dans tel fichier, tu mets une interface avec telle fonction, puis dans la classe, tu ajoutes une fonction accept. Et là, je suis en train de tout lui réexpliquer en fait. Donc, c'est pas possible. Sur de la relecture de code, on y passerait beaucoup plus de temps. Sur du pair programming, mais tout le monde est épuisé au bout d'une heure et on va faire autre chose. Donc, mon conseil avec tout ça, c'est ce qui est important, c'est de faire une culture générale, en fait. D'accord? D'en connaître plein. Le but, c'est pas forcément d'en étaler plein pour faire riche, mais c'est d'en connaître plein pour pouvoir dégainer quand on en a besoin. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus au cas Rust et design patterns qui sont en Rust. Alors déjà, un avant-propos. On va se pencher donc, sur Rust. On va voir quelques-uns. Encore une fois, je ne vais pas faire les 23 qu'il y a dans le bouquin, plus des trucs un peu plus spécifiques. Donc quelques-uns qui, à mon avis, on retrouve assez souvent dans du code idiomatique Rust. Et donc, on va les identifier, les nommer, et parce que ça paraît bénéfique. Pour chaque pattern qu'on a ici, je vais faire vraiment très simple, d'accord? On aura le nom, en gros à quoi il sert,
pour comment l'implémenter, je montrerai des exemples de code. Et je donnerai quelques informations sur les limites d'usage ou les choses, j'applique tout limites d'usage, mais les choses qui le rendent peut-être difficile à appliquer. Le disclaimer, pour chacun de ces patterns, bien évidemment, là je ne suis pas en train de refaire pour chacun de ceux qu'on va voir, d'accord, un article de 10 pages, comme je disais. Okay, donc, en vrai, il faudrait plus de détails, y passer plus de temps. La liste que je propose ici, encore une fois, la limitation du temps, d'accord, donc il y en aura un certain nombre, mais j'ai sélectionné. C'est incomplet, subjectif. S'il n'y a pas votre design pattern préféré dans la liste et que vous pensez qu'en Rust, il est vraiment très très important, je suis désolé, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Le code proposé aussi, donc s'il y en a qui sont vraiment férus de Rust et qui connaissent très bien le langage, je n'ai pas cherché à faire des choses très fines, d'accord. Donc je sais que dans les exemples de code, il y a des trucs qui ne sont pas performants, je sais que dans les exemples de code, il y a des trucs qui pourraient être mieux faits, d'accord. Mais c'était pour le garder le plus minimal possible pour aider à la compréhension de tout le monde. Donc, les patterns, on va repartir un petit peu de quelques classiques. Donc, ceux-là, on les a dans le bouquin du Gang of Four. Le premier, qu'on va trouver partout en Rust, d'accord, même quand vous n'y pensez pas forcément, c'est l'itérator. Donc, l'idée, hein, c'est de pouvoir parcourir une structure sans révéler la représentation interne. Okay, je découpe la représentation interne de ma capacité à parcourir cette structure-là. Donc, on va avec ça, gérer en fait des façons de parcourir de manière différente à l'intérieur d'une structure. On peut aussi faire ça, hein, avoir plusieurs itérateurs disponibles pour la même structure, mais qui ne vont pas implémenter le même parcours. Mais j'ai toujours la même interface. C'est tout l'interface d'itérateur. Et un cas d'usage un peu plus petit, mais disons que je le présente là parce que pour avoir un exemple simple, c'est ce que je vais utiliser, c'est générer des données. J'ai une règle mathématique, par exemple, qui me permet de générer des valeurs. Je peux l'implémenter à partir d'un itérateur. C'est typiquement ce qu'ils appellent un générateur en Python. Les usages notables en Rust, il y en a de partout, quoi. Enfin, je veux dire, les itérateurs en Rust, si vous avez fait 10 lignes de Rust, vous avez mis un itérateur quelque part. Donc la bibliothèque standard, elle introduit le trait iterator et c'est littéralement utilisé partout. En termes d'exemple, donc je vais vous proposer celui-ci, si ça veut bien. Voilà. Donc pour les plus matheux d'entre vous, vous pouvez aller voir la conjecture de Collatz sur laquelle est basée cette séquence-là. Mais l'idée ici, c'était d'avoir un truc qui soit un peu moins tarte à la crème que Fibonacci, pour dire j'ai un itérateur, je démarre à une position, et à chaque fois que je l'appelle, il me donne une nouvelle valeur. Ça va? Donc, on représente une séquence, d'accord? Cette séquence, donc je vais avoir une struct. J'ai besoin de savoir où j'en suis de ma séquence, donc ma valeur courante. Ça tombe bien parce que les séquences de Collatz, on donne une valeur de départ, donc ça me servira aussi pour ma valeur de départ. Et donc je peux créer une nouvelle instance de cette structure-là. Et donc en Rust, c'est simplement ceci, d'accord? J'implémente le trait itérateur pour ma séquence. On travaille avec des usize, donc on va continuer à retourner des usize. Et on a simplement la méthode next à implémenter, d'accord, c'est la seule chose obligatoire à implémenter dans le trait iterator en Rust. Et donc là, pour celle-là, cette séquence, en fait, elle converge vers 1. Okay, donc l'idée, c'est que si je suis arrivé à 1, je retourne none, et c'est ma façon de dire, c'est bon, je suis arrivé au bout de ma séquence. Okay, donc il n'y aura plus de nouvelles valeurs à partir de maintenant. C'est 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, c'est cyclique. Pardon? C'est 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, en fait. Quand on arrive à 1, la suite c'est 4. Après ça fait 2, après 1. Oui, alors ouais, après on peut. Disons que je la coupe ici, quoi. Parce que sinon après, j'ai envie d'un itérateur qui termine, pour le coup. Sur la mise à jour de la valeur, d'accord, chaque fois que c'est appelé, donc si je veux continuer, à ce moment-là, on lui dit si c'est un multiple de 2, je divise par 2, sinon je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Okay, et ça me garantit que c'est. Enfin, la conjecture, c'est que ça converge toujours vers 1. Donc, exemple d'usage, d'accord, généralement on utilise assez peu les itérateurs sur ce mode-là, où j'appelle next de manière manuelle. Mais par contre, l'intérêt, c'est que dès que j'ai implémenté ça, j'ai tous les services qui viennent avec itérator, comme la capacité de dire je prends toute la séquence et je la matérialise à l'intérieur d'un vecteur. Le deuxième, qui est hyper populaire en Rust et qui est pareil dans le Gang of Four, c'est le builder. Donc l'intérêt de celui-là, c'est de chercher à créer une structure complexe à partir d'une source, d'accord, donc un autre objet qui sert de source. On va
ça nous permet aussi donc, de dissocier la construction de la structure et sa représentation. Okay, donc on peut avoir du côté du builder une représentation qui est différente de ce qu'on génère après derrière comme objet. Ça permet aussi de réutiliser le processus de construction pour des représentations différentes. À partir du moment où j'ai fait ce découplage-là, on pourrait complètement avoir le même code pour parler au builder, mais que derrière ça génère des structures différentes. Et c'est aussi un pattern qui est assez sympa. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est beaucoup sorti en Rust, pour facilement en fait, découpler entre la partie mutable, c'est-à-dire je veux positionner un état pour dire c'est l'objet que je veux créer, et quand on dit au builder, bah, vas-y maintenant crée-le, on récupère un objet, on l'affecte directement à quelque chose qui est immutable, et là on n'y touche plus. Usage notable, bon, comme j'ai dit, c'est utilisé partout. Une des raisons pour lesquelles c'est populaire, c'est qu'on n'a pas d'overloading en Rust, d'accord ? Donc tout à l'heure, j'avais par exemple une méthode constructeur new qui était déclarée. Si j'ai plusieurs membres à l'intérieur de ma structure, et je dis alors je voudrais celui avec ce membre-là, celui avec 2 membres, celui avec 3 membres, éventuellement des combinaisons différentes, je ne peux pas tous les appeler new. D'accord, ça c'est quelque chose qu'on peut faire en C++, mais pas en Rust. Donc on se retrouve à avoir du new ceci, new cela. Okay, dès que j'ai 4 paramètres, l'explosion combinatoire, on en a 16. Enfin bon, ça ne va plus quoi. Donc un bon moyen de contourner ça, c'est de se dire bah, je fais un builder à la place et ça résout, ça donne la flexibilité et ça résout mon problème. Dans les usages notables, donc, on peut faire les choses à la main. Donc je vais vous montrer le à la main. J'avais prévu l'exemple aussi en utilisant cette crate-ci. Donc il y a une crate qui s'appelle Bon, qui permet de faciliter l'implémentation des builders. Mais par contrainte de temps, je vais le sauter. Donc on disait le premier pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc ce à quoi ça ressemble, on imagine qu'on a 2 structs, d'accord. Imaginons que c'est quelque chose qu'on veut sérialiser en base de données quelque part, d'accord. Donc on a un record pour un utilisateur, on peut avoir un sous-record à l'intérieur, donc pour représenter le login de l'utilisateur, on va dire que c'est le nom et son mot de passe, avec un mot de passe optionnel si ça n'a pas encore été positionné, mettons qu'on attend. On envoie un mail et ensuite il faut qu'il fasse une première authentification, quelque chose comme ça. Un mail pour l'utilisateur et une date de naissance. L'idée ici, c'est de se dire, bon, j'ai suffisamment de membres, d'accord, pour justement avoir mon problème avec les constructeurs que je mentionnais. Et en plus de ça, j'ai peut-être pas envie de montrer le fait que user, en fait, il y a un objet à l'intérieur qui lui-même a 2 membres. J'ai peut-être envie de le créer directement à partir du nom, éventuellement le mot de passe, le mail et la date, sans avoir à gérer le fait qu'il y a une imbrication quelque part. Du coup, on va rajouter une fonction pour dire, bah, voilà, donne-moi un objet builder. Et notre objet builder, là vous voyez, ça n'a pas la même structure que la structure que je vais créer à la fin. Okay, j'ai tout qui est ramené là pour le coup dans le builder. Et sur l'implémentation de builder, on va avoir du coup des fonctions membres pour dire, bah, je consomme mon objet builder, je positionne le nom, je le retourne. Comme ça, je peux faire des appels chaînés. Parce que c'est généralement ce à quoi on s'attend. Et donc on fait ça pour le nom, pour l'email, le mot de passe, la date de naissance. Et à la fin, quand on dit bah, vas-y, build-moi mon objet, on retourne un user. Et là, on va créer directement toute la structure. En termes d'usage, ça nous donne des choses comme ça. Donc là, ça serait un objet où je suis obligé de le créer. Si je n'avais pas ça et que je me dis bon, bah, il faut que je le crée à la main, bah, je suis obligé de le créer à la main et je dois connaître toute la structure. Donc s'il y a des trucs qui sont privés dans le lot, bah, je suis obligé de les mettre en public pour permettre aux gens d'y accéder. Enfin, ça pose plein de problèmes. Et si je ne voulais pas positionner de mot de passe, bah, je suis quand même obligé de donner la valeur non explicitement. Maintenant, si j'ai mon builder, on peut se dire, bah, voilà, user, builder. On positionne un nom, un email, une date de naissance, on lui dit, construis-moi ça, et c'est parti. Ouais. C'est beaucoup concurrencé par les macros déclaratives en Rust. Alors bah, concrètement, bon que je mentionnais, c'est complètement implémenté à partir de ça. Limite d'usage de ça, d'accord, c'est attention boilerplate à la complexité, mais par contre si on commence à dégainer bah, exactement ça, hein, de la macro ou une crate qui implémente ça pour nous, c'est un problème qu'on peut relativement facilement éliminer. Oui, il y avait une question. Est-ce qu'il y a moyen de définir un builder récursif s'il y a des structs dans la struct? Est-ce qu'il y a moyen de faire définir le builder de manière récursive s'il y a une struct dans
Oui, j'ai oublié de répéter la question précédente, mais cette fois j'y pense. Donc la question est, est-ce qu'il y a la possibilité de déclarer des builders récursifs? Oui, complètement. Hein, on peut complètement imaginer que sur le chemin, on aurait une des fonctions qui nous donnerait un builder intermédiaire. Ce qu'il faut être sûr par contre, c'est que les deux doivent jouer ensemble pour pouvoir récupérer un builder du bon type après. Voilà, je vous laisse imaginer ce que ça donne en termes de lifetime, etc. Okay, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails-là ici, mais... un autre qui est peut-être un peu moins commun, c'est le pattern commande. Donc là, l'idée, hein, c'est d'encapsuler l'invocation d'une action, décaler dans le temps en fait, la décision de faire une action avec l'application de l'action réellement, d'accord, on décale ça dans le temps. Quand je crée mon objet de type commande, j'ai décidé que cette action, il faudrait la réaliser, mais c'est que le moment où je l'active que ça va avoir du sens. Et en général, ça permet aussi de limiter en fait, les méthodes publiques à l'usage d'autres objets. On trouve quelques usages de ça. J'ai envie de dire un peu les usages classiques de ce type de pattern à partir du moment où on a des fonctions d'ordre supérieur, ce qui est le cas en Rust. La première, c'est Butane, donc il y a un petit ORM qui est fait en Rust. Ils ont une gestion des migrations. Les migrations, elles sont implémentées sur la base de ce pattern-là. C'est un peu l'exemple que je vais vous montrer, c'est un peu dans cet esprit-là. L'autre cas classique de ce genre de choses-là, c'est dès qu'on commence à faire des interfaces graphiques, des choses comme ça, on a un type action, où on a des types de jobs, ou des choses comme ça qu'on fait représenter à plusieurs endroits. En réalité, c'est souvent des patterns commandes qui sont implémentés derrière. Donc Leptos a ça dans le trade callable, c'est exactement cet usage-là. Donc là, encore une fois, j'ai prévu trop de contenu, j'avais prévu 2 exemples, mais je vais vous en présenter qu'un pour limiter le temps. Puis éventuellement, si on a du temps à la fin, on y reviendra. Mais donc on imagine qu'on veut gérer des migrations sur des bases de données. Une migration, c'est un ensemble d'opérations que je dois faire sur ma base. Et donc on peut imaginer avoir quelque chose comme ça, qui est de se dire, j'ai un trait qui représente une opération sur mon schema de ma base, et je veux très certainement pouvoir faire la migration dans un sens, mais si ça se passe mal, j'ai peut-être envie aussi de pouvoir, ou si je veux revenir sur une version précédente, de pouvoir jouer la migration en sens inverse. Okay, donc là, on va avoir, ça nous permet d'avoir notre pattern commande, d'accord. On déclare l'interface de notre commande, et là, pour le coup, elle a 2 méthodes d'appel. Soit j'applique, et ça me donne le SQL qui permet d'appliquer l'opération de la migration dans un sens, soit je suis en train d'essayer de faire un revert, et donc du coup, j'appelle revert, et ça me donne le SQL dans l'autre sens. Ensuite, on a 2 implémentations de ce truc-là, d'accord. Donc, on a un type createTable qui va être la commande que j'utilise quand je veux créer une table à l'intérieur de mon schema. Donc, simplement le nom de la table. Pour le apply et pour le revert, simplement on retourne le SQL en injectant à l'intérieur le nom de la table. Si je fais une deuxième opération, donc on aura une commande pour add column qui me permet de dire je rajoute une colonne à une table, d'accord. Donc j'ai le nom de la colonne, le nom de la table, j'ai pas mis le type, etc., mais c'est pas du vrai SQL, on est d'accord. Et pour le revert, du coup, on va faire un drop de la colonne. Une migration, quand on a ça, ça devient ce genre de choses-ci. Donc c'est le fait que la migration, c'est un vecteur donc de pointeur sur, parce que là on ne sait pas exactement quel est le type réel derrière nos opérations. Ça peut être l'un ou l'autre, là, qu'on a accès de là. Donc c'est un vecteur de pointeur sur mes opérations. Et sur la migration, quand je l'applique, l'itérateur qu'on mentionnait tout à l'heure, d'accord, j'itère dessus, pour chacune des opérations, je les applique. Je collecte comme je collecte, et ça me donne l'ensemble des commandes SQL à faire passer sur ma base de données pour faire la migration. Pour le revert, c'est la même chose, d'accord, sauf qu'on va avoir le rev ici et qu'on appelle revert au lieu de apply. Ça va? Limite d'usage là-dessus. Là, ça s'y prêtait bien parce que j'ai 2 opérations qui sont en symétrie, j'ai envie dans ma conception de les regrouper ensemble, donc ça paraît naturel de continuer à utiliser le pattern commande. Ce que je mentionnais tout à l'heure, si j'ai des fonctions d'ordre supérieur disponibles dans mon langage, c'est le cas en Rust. Si c'est simplement un truc que j'applique toujours dans le même sens, que je n'ai pas de metadata attaché autour, etc., un pointeur de fonction, ça peut suffire, quoi.
Ce qu'on voit aussi en filigrane dans celui-là, c'était un peu ce que je voulais faire ressortir aussi avec l'autre exemple, mais on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans, c'est qu'on a vite fait d'avoir des indirections supplémentaires, donc ça peut poser, si c'est dans le hot path, votre affaire, ça peut poser des questions en termes de performance, donc il faut garder ça en tête. Dernier pattern, donc celui-là il n'est pas très commun, mais c'est parce qu'il me sert à introduire ce qui vient après. C'est le pattern adapteur, d'accord? Donc l'idée du pattern adapteur, c'est de convertir l'interface d'un type vers une autre interface, d'accord, qui est attendue par le code qui va utiliser notre objet. Alors on trouve des usages quand même en Rust de ce truc-là. C'est en gros, si on est en train de faire des bindings, donc par exemple, là on imagine binding vers Python, il est très probable qu'on a une bibliothèque pure Rust avec des types. On n'a peut-être pas envie de ramener la dépendance à PyO3 pour faire le binding directement là-dedans. On veut avoir une autre bibliothèque à côté qui dépend des deux. D'accord, là, il faut faire l'adaptation, quoi. Parce que les attendus côté Python et côté Rust ne vont pas être les mêmes, donc on est bien en train de faire de l'adaptation. C'est un truc aussi qu'on trouve à chaque fois où la orphan rule de Rust s'applique. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais je vais y revenir rapidement dans l'exemple que je vous montre ici. Parce que plutôt qu'un exemple PyO3, j'ai considéré plutôt l'histoire de la orphan rule. Donc, l'idée de la orphan rule, c'est que, imaginons, moi je suis en train de compiler mon programme à moi, d'accord? J'ai deux crates en dépendance, donc j'en ai une qui s'appelle Geo, qui fournit un trait qui s'appelle Aria, pour dire si j'ai une forme pour laquelle je peux calculer une aire, je peux implémenter ce trait, et comme ça j'ai une interface uniforme pour récupérer une aire. Et maintenant, on imagine qu'on a aussi une dépendance sur Piston, qui est plutôt un truc graphique, d'accord? Et donc, il y a une crate qui s'appelle Graphics Types, et à l'intérieur, j'ai un type rectangle. Les deux ne se connaissent pas, d'accord? Ça a été fait par des développeurs différents, mais imaginons que moi, j'ai le besoin d'utiliser Aria d'un côté, mais avec des rectangles qui viennent de Piston. La tentation, ça serait de dire, je vais rajouter une implémentation de trait de Aria pour le Piston Rectangle. Et ça, je ne peux pas l'écrire en Rust. C'est là où la règle, la orphan rule s'applique, parce que le trait, il n'est pas à moi, le type, il n'est pas à moi, et là, c'est interdit par le langage d'implémenter le trait sur ce trait-là, sur ce type-là. Il faudrait soit que je sois dans Geo, soit que je sois dans Graphics Types, quoi. Sauf que là, c'est mon truc à moi, donc dommage. Donc la seule chose que je peux faire, c'est justement faire un adapteur, d'accord? Alors ça n'a pas besoin d'être gros, on appelle ça un adapteur, etc., mais à la fin, c'est pas très gros. Donc je wrap mon objet original qui n'a pas la bonne interface, parce qu'il n'a pas Aria, ok? Donc je suis obligé de le wrapper, et sur celui-là, je vais pouvoir dire, celui-là, il fournit l'interface qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, le trait Aria. Ouais. J'ai une question qui est vraiment liée à ma mécompréhension du langage Rust. Ouais, pas de souci. Quel est l'intérêt théorique ou concret d'interdire les instances orphelines dans ce genre de contexte spécifique? Alors, le cas que j'aime bien prendre pour expliquer ce truc-là, parce qu'il me paraît un peu plus évident, là, ça paraît pas forcément évident pourquoi on a la limitation. Mais par exemple, il y a un trait qui est dans la bibliothèque standard qui s'appelle drop, qui permet de rajouter du comportement à un objet quand, en gros, il sort du scope parce qu'il est désalloué. Maintenant, on imagine que je récupère un piston rectangle qui n'a pas drop. Moi, je rajoute drop et ça commence à faire des trucs. Est-ce que si j'ai ailleurs dans piston un rectangle qui est droppé, est-ce qu'il doit se mettre à faire des choses supplémentaires ou pas? Ok, donc les traits sont résolus de manière complètement globale et pas localement. C'est comme les typeless de Haskell, quoi. On considère qu'on a un scope global et quelle horreur. Ok. Donc, maintenant, on en a d'autres, comme je mentionnais, qui en vrai, ça vient d'autres langages. C'est un peu des redécouvertes parce qu'on les utilise en Rust, parce que Rust a les bonnes propriétés dans son langage par rapport à ça. Un premier, donc, c'est tout ce qui est new type. New type, c'est des choses qu'on faisait avant Rust, mais c'est hyper populaire en Rust. La raison pour laquelle j'ai choisi celui-là, c'est que quand on va aller regarder le code, c'est hyper proche de ce qu'on vient de voir avec l'adapteur. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est pas le même pattern parce que l'intention n'est pas la même. Okay?
Donc celui-là, les intérêts, c'est que ça permet par exemple de distinguer des unités qu'on ne veut pas mélanger. Donc ça c'est un des deux exemples, mais c'est celui que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Ça permet aussi d'éviter de valider de la donnée plusieurs fois. Ça nous permet de faire des choses du type, j'ai un type marqueur qui me permet de vérifier que ce truc-là, je l'ai bien parsé, il est bien formé et je ne veux pas l'oublier. D'accord ? Donc ça c'est l'exemple qu'on va voir ensuite. Et ça permet aussi des fois de vouloir restreindre des fonctionnalités sur un type particulier. Donc on pourrait imaginer un type chaîne spécial sur lequel on ne veut pas avoir tous les services du type string. On le wrap dans autre chose et puis on réimplémente que ce qu'on veut exposer. Les usages notables de ce truc-là, donc ça va être sans surprise par rapport au premier cas d'usage, la create chrono qui permet de gérer tout ce qui est temps, la create quantity qui permet de gérer des quantités autres, donc des mètres, des poids, des choses comme ça. Et bizarrement, additionner une longueur avec un poids, ça ne se passe pas toujours très bien, donc c'est le genre d'erreur qu'on a envie d'éviter. Okay, on a aussi donc, la create email address qui est vachement plus riche que ce que je vais vous montrer ici, d'accord, mais c'est un peu le même propos. Et celle-là, elle est marrante, je trouve, parce qu'elle fournit en type, elle fournit exactement un type qui a un new type qui wrap un string qui s'appelle email address. C'est tout ce que ça fait. Okay, alors c'est tout ce que ça fait, c'est pas complètement vrai, parce qu'après il y a toute la logique de vérification autour, okay, mais il y a un seul type dans cette bibliothèque, c'est très drôle. Et bon, c'est très utilisé globalement dans l'écosystème. Donc je vais vous montrer, donc pas le cas unit, même si je l'aime bien, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Et je vais vous présenter plutôt donc, le cas validation. Donc, par exemple, on imagine pour l'email. Un email, c'est une chaîne de caractères. Okay, et souvent, ce qu'on fait, c'est on a des appels de fonction, on a besoin de passer un email, on passe un string, quoi. Puis à l'intérieur, on va se dire « Ah ouais, mais attends, est-ce qu'il est bien formé mon email? Est-ce que je peux travailler avec ?» Donc on le vérifie, puis ça se trouve, mon email, il va aller se balader, on va aller ailleurs, on avait oublié qu'on avait vérifié, donc on se dit « Ah bah tiens, est-ce qu'il est bien formé? Il faut que je le vérifie. Okay, donc ça, c'est des trucs qu'on trouve hyper couramment dans le code qui est écrit dans la nature. Et donc là, ce qu'on fait, c'est on se dit on fait un new type. Donc le type sous-jacent, c'est bien un string, mais à partir du moment où je fais ça, c'est plus un string. Je ne peux plus le manipuler directement comme un string. Donc de la même manière, je ne peux pas l'afficher directement, donc il faut venir réimplémenter display. Ça, on va dire que c'est un peu l'inconvénient, mais on verra un autre cas où c'est sympa. Et par contre, on va rajouter une implémentation de try from pour dire est-ce que depuis un string, est-ce que ce truc-là, c'est bien un email? Okay, et donc l'implémentation qu'on va avoir là-dedans, c'est on fait donc, le try from, qui va nous retourner un result, soit email, soit j'ai une erreur. Et là, pour l'erreur, je ne me suis pas foulé, hein, on est d'accord. On fait une regex pour valider si ça a la tête d'un email. Ça a la tête d'un email, super, je retourne ma chaîne wrappée dans un email. Et là, maintenant, j'ai un type marqueur, c'est-à-dire que maintenant, ce truc-là, c'est un email. Donc, si je le passe n'importe où, ça va garder le type email. Donc, il n'y a pas de moyen que je me mélange. Et sinon, je vais retourner une bête erreur pour dire « Ah, machin, c'est pas un email ». Pour compléter un peu l'exemple, on imagine qu'on consomme des objets de type email quelque part. Je n'ai pas mis de vraie implémentation derrière, à part de l'affichage, mais c'est pour illustrer. Deuxième cas d'usage possible, c'est celui-là. J'ai un truc, j'ai sorti de la base de données, je sais, au moment où je sors de la base de données, je sais que en fait, ça correspond à un password, à un hash ou un truc comme ça, un secret, que je ne veux absolument pas leaker. Qui sait qui a déjà leaké un truc dans ses logs? Ah, ouais, plus de mains que ce que j'aurais cru. Tiens. Ce qu'on peut faire, c'est on se dit, je wrap ça directement dans un objet password, même si c'est un string en sous-jacent. J'implémente display dessus. Et par contre, quand je fais le formatting pour display, je fous tout le temps des étoiles. Alors là, maintenant, faut être un peu plus motivé, on va dire, pour le leaker. Il faut aller chercher l'objet sous-jacent. Alors on y arrive, hein, mais on sent qu'on est en train de faire un truc sale, quoi. On sent quelque part que ça ne va pas. En termes d'usage, ça va donner des choses comme ça. Donc, mon email, je peux avoir une chaîne, d'accord. Je lui dis try into email. Donc là, il me fait la vérification. Si c'est bon, on arrive à ce qu'il y a après. Sinon, on fait la levée d'erreur, d'accord. On fait sûr. Et parce que j'ai un email, je peux le passer à consume email. Pour mon password, là, ça me permet de vérifier que si je formate l'objet password, je me récupère bien des étoiles. Autre pattern qui vient du C++ aussi, donc c'est tout ce qui est rewards, très populaire en Rust aussi. Donc ça permet en gros de gérer des ressources, d'accord, de manière sûre. Et ça permet de lier le cycle de vie d'une ressource qui est potentiellement externe, okay, à celle d'un objet. Donc c'est de dire si cet objet-là il est désalloué, je veux que ça ferme la connexion réseau, ou je veux que ça ferme le handle du fichier, etc. etc.
Et donc ça permet de simplifier en fait toute la gestion de ces ressources. Donc sans surprise, file dans la bibliothèque standard, ça implémente ce truc-là. Si vous manipulez des mutex en Rust, dès que vous appelez lock, en réalité vous récupérez un mutex guard, et donc ce truc-là, quand il est désalloué, ça déverrouille automatiquement, etc. Pour implémenter ce genre de truc-là, je suis déjà à presque 40 minutes quand même. Je vais vous le faire rapidement sur celui-là, mais en gros, c'était le drop que je mentionnais tout à l'heure. D'accord ? C'est de dire que quand, je ne vous donne pas tous les détails, mais on imagine qu'on a des handles sur une connexion à une base de données, d'accord ? Et la connexion, elle est ouverte que si j'ai au moins un handle qui reste. Dès que le dernier handle part, ça ferme la connexion. C'est un peu l'idée qu'on imagine ici. Et donc, c'est de se dire que quand je crée un nouveau handle, d'accord ? Là, j'ai fait un truc sale, mais c'était juste pour illustrer. C'est que du coup, on incrémente le compteur de handle à l'intérieur de la connexion, d'accord ? Et par contre, je ne veux pas appeler explicitement qu'il faut décrémenter à chaque fois. Non, simplement, si mon handle il est leaké, si mon handle il est désalloué, à ce moment-là, automatiquement, on décrémente. Et donc là, ça permet, donc c'est le trait drop que je mentionnais tout à l'heure pour répondre à la question au fond. Et donc ici, ce qu'on retrouve, c'est que ça nous permet de faire des choses comme ça. Si j'ai un nouveau scope, j'ai une connexion, elle est fermée au début, là en ligne là-haut. Quand je rentre dans le premier scope, je crée un handle. Maintenant, ça me dit, oui, j'ai un handle et je suis ouvert. Deuxième handle, oui, j'ai 2 handles. Dès que je sors de ce scope-là, j'en ai plus qu'un, c'est toujours ouvert. Et là, j'en ai 0 et c'est fermé. Okay, donc ça permet de faire ce genre de choses-là sans avoir explicitement à dire, il faut que je pense à appeler unlock ou disconnect ou que sais-je. Le dernier que je vais vous présenter ici, c'est un de mes petits préférés, c'est pour ça que je l'ai pris, j'avais dit que ça serait biaisé, donc je n'ai pas menti. C'est le type state. Donc celui-là, alors c'est pareil, c'est un truc qu'on fait déjà dans d'autres langages. L'idée de celui-là, c'est que si j'ai une machine à état, une petite machine à état à gérer, une erreur potentielle, en fait, c'est d'avoir des transitions qui étaient non voulues entre deux états. Typiquement, vous faites une machine à état en C, en C++ ou autre, vous avez un enum, vous êtes planté quelque part, et puis en fait, quelqu'un vient affecter un nouvel état dans votre machine, ce n'était pas ce que vous vouliez. Là, l'intérêt de celui-là, c'est que du coup, on veut faire ça de manière sûre et faire vérifier au compilateur qu'on ne peut passer que les transitions qui ont été réellement implémentées. Okay. Donc pour les usages, je n'ai pas trouvé d'usage vraiment dans la nature, dans des bibliothèques, si ce n'est que celle que je mentionne ici, qui aide à implémenter ce pattern-là. Je pense, pardon ? Ouais, mais c'est... Mais j'ai pas... J'en ai cherché un peu dans cet esprit-là et j'ai rien trouvé directement qui... Voilà, bon, après s'il y en a qui en connaissent, je prends, mais... Pardon ? Oui. Donc petit cas pour ce truc-là. Donc on va voir le player de musique le plus bête de la Terre. Donc l'idée, alors pourquoi c'est le plus bête de la Terre? C'est à cause de ce transition stop là, mais c'était pour avoir un truc rigolo. Donc on imagine qu'on fait un lecteur de musique. Okay, lecteur de musique, il démarre, la file de piste à jouer, elle est vide. Donc je suis dans l'état, la file elle est vide. Ensuite, je lui dis, dans ma file, je veux ça. Alors à ce moment-là, on va passer dans stop. Donc ça sera mon deuxième état. Donc j'ai quelque chose dans la file, mais je suis juste pas encore en train de jouer. Quand on passe la transition play, à ce moment-là, on est en playing. Depuis playing, on peut aller vers pause et revenir, d'accord, et on perd pas notre file d'attente. Et c'est pour ça que c'est le plus bête de la Terre. Quand je stop, ça stop, donc je suis plus en playing, mais en plus ça oublie ma liste ma playlist. Pour faire ça, donc là j'ai besoin d'un type track, mais c'est pour pouvoir gérer justement ma liste de pistes à lire. Et là où c'est intéressant, je trouve celui-ci, c'est que du coup, les états, on les matérialise chacun par une struct vide. Okay, donc ça me permet d'avoir des types qui existent dans mon système de types pour dire, j'en ai, ils sont différents, c'est pas les mêmes, d'accord, je peux pas les mélanger. Mais à part ça, ils ne sont pas porteurs de données. Je n'ai pas besoin à ce qu'ils aient de la donnée en interne. Mon player, du coup, ça va être une struct qui, elle, va être générique sur l'état. Okay, donc j'ai une généricité sur les états et je vais avoir
un vecteur, donc il faut que je représente ma playlist quelque part, d'accord? Donc mon player, il contient ça, et je mémorise, on pourrait faire différemment, mais encore une fois, c'est pour faire simple, et j'ai mon état courant qui est utilisé à l'intérieur de la struct. Sauf qu'on s'en fout parce qu'il est de taille 0, quoi, en gros, hein, donc c'est pas très grave. Ouais. Et alors comment ça marche quand on a un état qui peut avoir deux transitions envisageables? Ben, on va y venir parce qu'on a exactement le cas. Du coup, notre player, quel que soit l'état, d'accord? Quel que soit l'état, on peut savoir ce qu'on a dans la playlist et l'état courant. Okay, bon, là, jusque-là, on est simple. Maintenant, et c'est là qu'on rentre dans, je commence à agrafer mes transitions sur mes états, c'est de dire que si c'est un player qui est dans l'état empty queue state, okay, à ce moment-là, donc déjà j'ai le new que j'implémente donc pour pouvoir en créer un dans cet état-là. Là, on a un petit truc sympa du langage, j'y reviendrai. Et si j'appelle setQueue, d'accord, je retourne un player dans le nouvel état en ayant consommé le player courant. Okay, et donc là, je fais suivre la playlist, et par contre, je change l'état pour stopped. Maintenant, si je suis dans le stop state, je peux aller dans le playing state. C'est la même idée, on fait suivre la playlist, on passe un état. Si je suis dans playing state, donc là, ça répond à la question de quand j'ai plusieurs transitions, bah, je vais avoir simplement deux fonctions. Donc il y en a une, pause, qui va me retourner le player dans l'état paused state, toujours en mémorisant la playlist. Mais par contre, quand j'appelle stop, bah, je retourne dans un petit queue state. Et ce qu'on avait dit, c'était qu'au moment de cette transition, on oublie la playlist. Donc du coup, tac, je la remets à 0. Terminé, j'ai plus de playlist. Dernier cas, c'est simplement depuis le pause de pouvoir revenir. D'accord, donc j'ai le resume. Alors là d'abord, ouais. Pourquoi ne pas utiliser des enums et la macro default Alors, parce que si j'utilise des enums, j'ai la vérification au runtime. Pas au compile time. Pas au compile time. Là, ce qui m'intéresse, toute la motivation de ce truc-là, c'est de l'avoir au compile time. C'était la même question. Du coup, on va l'illustrer directement, d'accord? Donc, la façon dont ça s'utilise, c'est que du coup, je crée un nouveau player. Okay, comme j'ai new qui est implémenté que dans une des variantes, le compilateur, il le détermine automatiquement et c'est forcément le empty queue state là qui me donne. Je n'ai pas besoin de le spécifier. Si je fais le setQueue, donc là je passe dans playing, je passe dans stopped. Et donc par exemple pour illustrer, à cet étage-là, si je fais player.resume, bon déjà il ne me le propose pas à la complétion, mais le compilo il va me dire non, ça n'existe pas. Okay, sur ce truc-là, c'est pas possible. Okay, et ça, on ne peut pas le faire avec un enum. Oui. C'est grave en termes de performance de créer un player à chaque fois qu'on appelle la fonction. Ouais, en fait, c'est rien. En fait, c'est rien parce que le truc, c'est qu'on est on est tout dans le move sémantique parce qu'on les consomme et on en retourne un nouveau. Et en fait, on gut complètement l'objet, on récupère toute le gros, c'est la playlist en vrai. Et la playlist, on la fait suivre, c'est la même. Pour conclure sur tout ça, donc on en a vu quelques-uns, encore une fois, il y en aurait plein d'autres. J'ai dû en virer un, je voulais montrer le actor model par exemple. Bon, ben, voilà, je l'ai retiré parce que ça prenait trop de temps. Donc en conclusion, bon, j'ai un problème, je vois des patterns partout, hein, mais je me soigne ou pas. Et donc en résumé, hein, je pense qu'il y a un important, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie le concept des design patterns de la façon dont je vous en ai reparlé à ce stade-là. Ce n'est pas juste un ensemble fermé de patterns qui ont été trouvés il y a 30 ans, d'accord? C'est une approche de travail en réalité, et c'est ça qui compte réellement. Le but, je l'ai dit, hein, mais je vais le redire, c'est pas d'en utiliser le plus possible pour faire riche. C'est j'ai un problème, bah, je cherche. Et il y a un pattern qui correspond, j'utilise le pattern et comme ça on peut discuter conception autour de tout ça. Et ça fait un bon terreau en fait pour élever le niveau de la conversation en termes de conception sur les projets. Pour revenir plus sur Rust, hein, ce qu'on a vu c'est qu'en fait une bonne part des patterns classiques, en réalité ils sont valides en Rust, d'accord, on peut les implémenter en Rust. Ils ne font pas tous sens à être implémentés en Rust. Par exemple, je l'ai mentionné en passant, mais pour le pattern commande, j'ai des cas où effectivement ça fait sens en Rust de continuer à s'en servir. J'ai des cas où ça ne fait pas du tout sens et avoir une lambda ou quelque chose comme ça suffit.
Okay, c'est pas la peine d'aller dégainer un pattern juste pour faire le malin. Donc voilà, c'est Rust. Donc certains restent pertinents de ceux qu'on connaît d'autres langages, d'autres ils le sont moins et c'est normal. Il y en a d'autres qui deviennent plus pertinents, comme par exemple le type state que j'ai montré tout à l'heure. Et donc ce qu'on a vu aussi, c'est que donc il y a des patterns qui sont un peu plus nouveaux, dans le sens où ils ne datent pas d'il y a 30 ans, d'accord, qui sont intéressants à utiliser en Rust par rapport aux propriétés qui sont fournies. Et avec ça, j'ai terminé. Si vous avez... J'ai réussi à finir 5 minutes avant. Si vous avez des questions, je peux prendre des questions supplémentaires. Oui. Alors, moi, mon point de vue sur le design pattern, sur le livre du design pattern, le dernier, celui du Gang of War, le dernier connu du Gang of War, c'était qu'en fait, c'était énormément de pages pour avouer que ce serait bien que les langages soient bien pensés, avec des lambdas et des modules. Et donc, je suis d'accord que c'est bien d'avoir une sorte de terminologie commune, par exemple avec du pattern matching des visiteurs ou de l'application des lambdas. Mais est-ce qu'au final, c'est pas mieux de juste se dire que tous ces design patterns sont liés au fait que ce discours, c'est un langage qui a été affreusement conçu, avec une opinion très très maladroite sur ce que c'était que manipuler des valeurs, et qu'en fait on peut juste prendre les terminologies de la programmation fonctionnelle qui capturent globalement 80% des design patterns, sauf le design pattern interpréteur, qui est présenté par le Gang of War comme étant le seul qui n'est pas utile, alors que c'était globalement la base de l'abstraction des faits. elle est un peu longue pour que je la répète, celle-là, hein, vous êtes d'accord avec moi? Ok, merci. Je ne serai pas complètement en accord avec ça, parce que même pour du langage fonctionnel, on va retrouver, il va y avoir des façons de faire, il va y avoir des choses, il va y avoir des façons... le but, je rebondis juste sur un truc que tu as dit, de dire oui, je fais du pattern matching, j'appelle ça du visiteur. Non, surtout, n'appelez pas ça du visiteur. J'ai du pattern matching, donc ça ne sert à rien d'aller chercher ça, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres zones où le langage que j'utilise m'apporte des limitations. D'accord? Ou parce que je suis obligé de remettre les mêmes structures, mais c'est des structures fonctionnelles ensemble, et je le fais n fois en fait sur mes n projets, du coup ça fait quand même sens de le nommer et de le documenter. Okay? Et pour moi c'est ça l'intérêt. Ça répond? La question c'était est-ce qu'on doit garder les vrais noms ou est-ce qu'on doit prendre les faux noms du Gang of War? Non, mais si t'es pas dans le même langage. T'es pas dans le même langage, c'est d'autres patterns, tu leur donnes les noms que tu as envie. À la fin. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a des sites qui recensent un peu, qui reprennent un peu ce travail pour différents langages Donc la question c'est est-ce qu'il y a des sites qui reprennent pour différents langages ce genre de choses-là? Alors il y a... Je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Alors, J'en connais un excellent qui s'appelle refactoring.guru. Voilà, alors je vais y venir. Globalement, pour on va dire les découvertes, c'est très fragmenté. Okay, donc c'est un peu machin, il a trouvé cela, il l'a posté sur son blog, tout ça. Donc ça prend du temps après à se remettre. Après, on arrive à trouver des ressources un petit peu par langage. Donc par exemple, il y a le Rust Unofficial, dans lequel il y a une partie des patterns que j'ai mentionné aussi qui apparaissent aussi. Et après, donc, il y a une ressource effectivement qui est faite qui s'appelle Refactoring Guru. Et il a une section, donc il parle de refactoring, code smell, etc. Il a une section sur les design patterns, et il y en a plein, il y en a plus que ceux qu'il y a dans le Gang of War. Et avec des illustrations dans différents langages pour chacun de ces patterns. Moi, j'ai juste une critique à faire, à émettre par rapport à cette ressource-là en particulier, c'est qu'il y a un peu ce côté de voilà l'ensemble, et je vais le faire dans N langages, sans vraiment re-challenger, est-ce que ça fait sens de l'avoir pour ce langage-là? Et donc, on trouve des implémentations où on se dit, est-ce que ça valait vrai? Tu vois, dans l'exercice de faire le même exercice que ce que j'ai fait un peu pour Rust, il va te faire écrire, il te propose une solution pour le faire en Rust, mais en vrai, dans du code idiomatique en Rust, tu ne le ferais pas. Parce que ce pattern-là, il ne fait pas forcément sens dans cet écosystème-là. Ça dépend peut-être aussi du contexte. Oui, non, mais c'est pour ça. Je suis un peu plus mi-figue raisin sur celui-là par rapport à ça, mais c'est un peu une limite du format. Alors, 1 minute, mais il y a plein de temps entre, donc une dernière question si vous voulez, et après on s'arrête. Eh ben dans ce cas, on s'arrête. Ah, si, c'est bon. Est-ce que tu veux faire l'exercice inverse de cette conférence et présenter un pattern désuet qui a du sens aujourd'hui, où ça n'existe pas de jeu et qui sont forcément à quel usage
Bah, la réponse, c'est exactement ce qui était... Alors, la question, pardon, j'ai encore oublié. La question, c'est, est-ce que je pourrais faire la conférence inverse, c'est-à-dire de dire un pattern qui est complètement désuet, qui ne fait pas sens aujourd'hui Qui est souvent mal utilisé. Alors, je vais mentir à dessein et après je vais compléter, ok? Je vais mentir à dessein. Je vais dire non pour exactement la raison qui a été invoquée avant, c'est que ça dépend du contexte, ok? Bien évidemment que y en a plein que j'ai pas sélectionné pour le contexte d'aujourd'hui qui étaient en Rust, etc. Parce que ça fait pas sens. Mais maintenant, si je dois me palucher une base de code en C++ qui a 20 ans, oui, je vais ressortir des vieilleries, quoi. Normal. J'ai pas le choix quelque part. Ok. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai dit j'ai menti, c'est qu'il y en a un pour moi qui est évident, qui est documenté dans le Gang of Four et qui est plus un anti-pattern qu'autre chose, c'est le singleton, quoi. Okay, le singleton, c'est juste une façon tordue d'avoir des variables globales, quoi, hein, on est d'accord. Donc voilà, celui-là, ça me paraît être le truc évident, mais à part celui-là qui me paraît être le truc évident, parce que déjà à l'époque, je trouve qu'il était hyper contestable, ça dépend trop du contexte pour moi. Eh ben, je vous remercie.